Ils t'ont relégué au fond de l'avion, Janet, juste à côté des toilettes. La voix de ma sœur, Clarissa, a tranché le léger bourdonnement de la cabine de première classe, assez fort pour garantir que chaque cadre et mondain l'entende. Elle s'est retournée dans son luxueux siège en cuir, le 3C, et son visage, au contour parfaitement maquillé, s'est verrouillé sur moi. Son regard a glissé le long de ma chemise d'uniforme, impeccablement repassée, pour s'arrêter sur mes bottes à bout d'acier. Un sourire vicieux et triomphant s'est étiré sur ses lèvres brillantes. Je suppose que certaines personnes ne sont tout simplement pas nées pour la première classe. Ne me regarde pas avec cet air rigide. Tu ne peux pas apporter d'armes ici, enlève cet uniforme, et dans le monde réel, tu n'as rien de spécial. Au moins ici, personne ne t'applaudit. Je me suis arrêté, au beau milieu de l'allée. J'ai maintenu mon rythme cardiaque à un niveau constant, 60 battements par minute. J'ai regardé le visage suffisant de ma propre sœur de sang, enregistrant son hostilité, exactement comme je l'aurais fait pour une cible à faible menace, dans une zone de combat. Je n'ai pas argumenté. Un soldat ne gaspille pas ses munitions, sur des ombres. J'ai hoché légèrement la tête, gardant un visage absolument inexpressif, et j'ai marché silencieusement vers l'arrière de l'appareil, glissant ma mallette tactique sous le siège 12F. J'ai fermé les yeux. L'odeur du café bon marché et du désinfectant a agressé mes narines. J'étais une colonelle en service active dans l'armée de l'air des États-Unis, une femme qui tenait la vie et la mort entre ses mains, dans des endroits qui ne figuraient sur aucune carte. Pourtant, aux yeux de ma propre famille, je n'étais rien de plus qu'un échec pathétique, ayant besoin d'une leçon. Du moins, jusqu'à ce que 2 avions de chasse furtifs F-22 Raptor glissent calmement dans le ciel, s'approchant de notre vol commercial de part et d'autre, à une distance mortellement proche. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne, mais seulement si cette histoire résonne en vous. Et dites-moi, dans les commentaires, d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. 72 heures de silence radio absolu. C'était le mandat opérationnel pour cette mission d'extraction, dans les vallées hostiles du Moyen-Orient. J'étais assise dans le ventre d'un hélicoptère de transport, mon gilet tactique alourdi par les plaques de céramique et la boue séchée. Les rotors martelaient l'air au-dessus de ma tête, secouant la poussière de chaque rivet du fuselage. J'ai calé mes bottes contre le plancher métallique, et j'ai pressé ma colonne vertébrale contre la paroi vibrante. La mission a été un succès. Nous avions exfiltré l'équipe de renseignement d'une zone chaude sur le point de s'effondrer, sans aucune perte. Mais l'isolement exige un prix. Pendant 3 jours, j'ai existé totalement hors réseau. Pas de réseau civil, pas d'appel personnel, aucune connexion avec le monde que j'avais laissé derrière moi. Je fixais le plancher métallique de l'appareil, comptant les rivets dans les plaques d'acier, afin de garder mon esprit discipliné. Mon père était l'unique raison pour laquelle j'allumais mon téléphone civil, après un déploiement. Il était le seul, dans toute ma lignée, à comprendre le silence que je portais. Il ne m'a jamais demandé où j'avais été. Il n'a jamais exigé d'explications que je ne pouvais fournir. À chaque déploiement, sans faute, il postait un simple mot manuscrit, glissé dans un colis de ravitaillement. Du café soluble, des chaussettes en laine, et un morceau de papier ligné plié. Aucune plainte, aucune tentative de me faire culpabiliser. Juste quelques mots, tracés d'une écriture cursive, régulière et inclinée, toujours fier de toi, ma grande. Il a été la seule personne à se présenter à ma cérémonie de remise de galons. Clarissa a prétendu avoir une migraine, et ma mère a déclaré que la route était trop longue. Il est venu seul, s'est tenu au dernier rang, sous la pluie, avec un appareil photo jetable. Et quand j'ai traversé cette scène, il m'a salué, un civil, saluant sa fille. Sa main tremblait, ses yeux étaient humides, et il a maintenu ce salut jusqu'à ce que je sois passé. J'ai porté cette image dans ma poche de poitrine, à côté de mes plaques d'identité, pendant 15 ans. J'ai posé le pied sur le tarmac sécurisé de la base, et j'ai sorti mon téléphone civil crypté de ma poche cargo. L'écran s'est illuminé, et les barres de réseau ont bondi à leur maximum. Au lieu d'un message vocal de mon père, l'écran a été inondé par un unique SMS de Monsieur Lawson, mon ancien professeur d'histoire du lycée. J'ai déverrouillé l'écran du pouce, avec un ongle incrusté de sable. Il m'offrait ses plus sincères condoléances, pour de belles funérailles. Il a mentionné à quel point l'éloge funèbre avait été émouvant. Il s'est dit désolé que je n'ai pas pu être présente. Mes bottes se sont arrêtées net. La chaleur du désert s'est soudainement transformée en glace, contre ma nuque.
Mon père était mort. Il était mort depuis des jours. Je suis resté figé sur le béton, lisant le message 3 fois, pour m'assurer que je n'hallucinais pas à cause du manque de sommeil. Les mots ne changeaient pas. Belle funérailles. Éloge émouvant. Au passé. Fini. Enterré, sans moi. Le téléphone pesait 40 tonnes dans ma main. J'ai contourné mes quartiers, marché droit vers une tente de communication sécurisée, et composé le numéro de Clarissa. Le signal satellite a rebondi, grésillé, puis s'est connecté. Elle a répondu à la 4e sonnerie, mâchant quelque chose de croustillant. Sa voix était désinvolte, détendue, la voix de quelqu'un qui était déjà passé à autre chose. J'ai exigé de savoir pourquoi elle avait enterré notre père, sans m'attendre. Elle n'a pas hésité. Elle n'a pas trébuché sur ses mots. Elle ne s'est pas excusée. Elle m'a fièrement parlé de l'église bondée, des lys blancs importés qu'elle avait commandés, du quatuor à cordes qu'elle avait engagé, et du discours qu'elle avait prononcé, devant 300 invités. J'ai serré le téléphone si fort, que mes jointures ont blanchi. Le boîtier en plastique a grincé, sous la pression. Elle m'a raconté qu'elle s'était tenue devant toute notre famille élargie, oncles, tantes, cousins, voisins, membres de l'église, et qu'elle leur avait menti en plein visage. J'ai entendu ces mots exacts, résonnant à travers le minuscule récepteur, livrés avec la précision d'une femme qui les avait longuement répétés. Janet est en voyage d'affaires. Elle est trop occupée, pour se soucier de la famille. Elle avait volé la mort de mon père, et transformé son cercueil en podium. Elle avait fait de ses funérailles une véritable pièce de théâtre, où elle tenait le premier rôle, jouant l'ange en deuil qui maintenait la famille unie. Et moi, j'étais la méchante, absente et sans cœur, qui avait préféré son chèque de paie, à la tombe de son propre père. Elle savourait son triomphe dans une église climatisée, pendant que moi, je mangeais du sable, dans une zone de combat. J'ai exigé une explication. Je lui ai rappelé qu'elle connaissait mon calendrier de déploiement. Je lui ai dit que la Croix-Rouge disposait de protocoles de notification d'urgence, spécifiquement conçus pour les militaires en service actif, dans des zones de silence radio. Un seul coup de fil. C'était tout ce qu'il fallait. Un seul appel, et l'armée m'aurait exfiltré de la mission, m'aurait rapatrié d'urgence aux États-Unis, et m'aurait placé aux côtés de mon père, avant même que la première pelle de terre ne touche le cercueil. Clarissa le savait. Elle connaissait le protocole. Elle a sciemment choisi de l'ignorer. Clarissa a laissé échapper un soupir aigu et dédaigneux, à travers le combiné. Elle se moquait bien de ma logistique. Elle se fichait des canaux d'urgence militaires. Elle n'avait que faire de ce silence radio de 72 heures, qui m'avait gardé prise au piège dans une vallée hostile, alors qu'elle se tenait dans une robe noire de créateur, tamponnant ses yeux secs avec un mouchoir monogrammé, jouant la fille dévastée pour le public. Elle a porté la frappe psychologique finale, avec une facilité terrifiante. De toute façon, tu n'étais jamais à la maison. Ton armée est bien plus importante. La ligne a été coupée. Elle m'avait raccroché au nez. Je n'ai pas jeté le téléphone. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas frappé la paroi en toile de la tente de communication. J'ai glissé l'appareil dans ma poche, j'ai redressé mes épaules, et j'ai marché directement vers l'armurerie. Je me suis assise au poste d'entretien, j'ai démonté mon arme de service, et j'ai disposé chaque pièce sur le tapis huilé, avec une précision chirurgicale. Le groupe de culasse s'est détaché entre mes mains, et chaque composant a heurté la surface en caoutchouc, avec un cliquetis métallique net. J'ai frotté la calamine de la chambre avec la même attention concentrée, celle-là même que j'utilisais pour verrouiller mes émotions derrière un mur d'acier renforcé. Goupille par goupille, ressort par ressort, j'ai nettoyé cette arme pendant 45 minutes. Quand je l'ai remontée, le mécanisme était fluide, le canon était impeccable, et les liens du sang étaient officiellement rompus. J'ai réalisé, ce jour-là, que ma seule véritable famille portait des plaques d'identité. Clarissa pensait que ma carrière n'était qu'une excuse bon marché, pour éviter les dîners de famille. Elle n'avait aucune idée de ce qu'était le bassin de Kandahar. Des années avant les funérailles de mon père, je me tenais dans un centre de commandement de fortune, construit en contreplaqué et en tôle ondulée, regardant une balise rouge clignoter sur une carte numérique. Cette balise représentait un jeune pilote de F-22, le major Kyle Booker, indicatif Rook One, qui avait été abattu par de violents tirs anti-aériens, dans un terrain montagneux et escarpé. Son siège éjectable s'était déclenché. La carcasse de son avion brûlait dans un ravin. Il était piégé dans une vallée hostile,
avec des combattants ennemis qui se rapprochaient, depuis 3 directions différentes. À l'extérieur de nos tentes, une énorme tempête de sable réduisait la visibilité à néant. Les murs en toile claquaient violemment, contre les mâts de soutien. Le sable se frayait un chemin à travers chaque couture, crissant entre mes dents, et recouvrant les écrans de chaque équipement d'une fine pellicule brune. Le général Macallan se tenait au-dessus de la console radio, la mâchoire si serrée que les tendons de son cou étaient visibles. Il a étudié la carte. Il a calculé les risques. Puis, il a donné un ordre direct, et non négociable, ne bougez pas. Les hélicoptères de sauvetage ne pouvaient pas voler, dans cette poussière. Les pilotes d'hélicoptères ont refusé de décoller. Booker était considéré comme une perte calculée. Une attrition acceptable. J'ai regardé la balise rouge sur l'écran. Elle pulsait, comme un battement de cœur. Un gamin de 28 ans se vidait de son sang dans un fossé, et l'armée américaine venait de décider, froidement, qu'il ne valait pas le carburant. J'ai refusé de laisser un soldat mourir seul, dans la poussière. J'ai détaché ma radio de mon gilet, et je l'ai laissé tomber sur la table de commandement. Le boîtier en plastique s'est fissuré contre la surface en contreplaqué. Le bruit a traversé la tente, c'est comme un coup de feu. Chaque opérateur, dans la pièce, s'est retourné pour me regarder. Le général Macallan a aboyé mon nom. Il m'a appelé par mon grade complet et mon nom de famille. Il m'a averti que je faisais face à une cour martiale immédiate, si je faisais un pas de plus vers cette porte. Je l'ai regardé, pendant très exactement 2 secondes. J'ai tourné le dos à un général 2 étoiles, et j'ai sprinté hors du centre de commandement. Le sable soufflé par le vent m'a arraché la peau des joues, à l'instant même où j'ai franchi le rabat de la tente. J'ai ignoré les hélicoptères cloués au sol, leurs rotors attachés, leurs équipages à l'abri à l'intérieur, et j'ai réquisitionné un F-16, stationné sur la piste d'alerte. Le chef de l'équipe au sol a couru vers moi, croisant les bras en X, hurlant des signaux d'annulation par-dessus le vent. J'ai gravi l'échelle, je me suis sanglé dans le cockpit, j'ai ignoré les vérifications standards avant le vol, et j'ai allumé le moteur. La turbine s'est mise à hurler, noyant toutes les voies sur le tarmac, aspirant le sable dans les entrées d'air, avec un bruit semblable à des grincements de dents. J'étais une agente du JSOC, avec une habilitation de vol multiplateforme, et j'allais me frayer un chemin à travers cette tempête, même si cela devait me coûter mes galons et ma liberté. J'ai poussé la manette des gaz vers l'avant, et je me suis élancé dans ce mur brun et aveuglant. La visibilité était inexistante. La verrière était devenue opaque à cause des particules, le sable grinçant contre la vitre, comme du papier de verre sur de l'acier. J'ai volé strictement aux instruments, maintenant le jet dangereusement près du fond de la vallée, afin d'éviter le pire des turbulences en haute altitude. Le radar de suivi de terrain peignait les parois du canyon en ligne verte, qui se déplaçait et sautait à chaque rafale. La structure tremblait avec une violence inouïe. Les voyants d'alarme clignotaient sur le tableau de bord, dans une succession rapide. Température moteur, vitesse de l'air, déviation, proximité du sol, admission, filtre, saturation. Je les ai ignorés, un par un. Je me suis verrouillé sur la balise de détresse de Booker, et j'ai suivi le signal à travers les parois du canyon, faufilant le jet entre des lignes de crête que je ne pouvais même pas voir. J'ai ouvert un canal de communication localisé. La voix de Booker est passée, hachée, saccadée, à peine audible par-dessus les grésillements. Il était coincé, derrière les débris de son propre cockpit. Il pouvait entendre les tirs d'armes légères, qui se rapprochaient. J'ai dit au gamin de garder la tête baissée. Je lui ai dit que j'étais en approche, et que je ne repartirais pas sans lui. J'ai largué mes munitions avec précision, le long de la ligne de crête, anéantissant les positions hostiles qui avançaient vers son site de crash. Les ondes de choc se sont répercutées sur le fond de la vallée, projetant des colonnes de poussière et de débris vers le ciel. J'ai forcé le jet dans un virage très serré, les forces G écrasant mon casque contre l'appui-tête, et je suis revenu, pour un deuxième passage. J'ai tourné autour du périmètre, à une altitude dangereusement basse, brûlant du carburant à un rythme insoutenable, maintenant les forces ennemies restantes clouées au sol, par la pure terreur acoustique du passage d'un avion de chasse à basse altitude. Le son d'un F-16, à 60 mètres du sol, est une arme en soi. Il fait trembler la terre. Il empêche les hommes de penser. J'ai maintenu mon cercle, passage après passage, la jauge de carburant chutant vers la réserve critique, jusqu'à ce que la tempête se calme juste assez pour qu'une équipe d'extraction lourdement blindée puisse intervenir au sol. J'ai observé,
à travers une brève trouée dans la poussière, les véhicules blindés atteindre le site du crash. Ils ont extrait Booker des débris. Il était en vie. Des brûlures sur le bras droit et le torse, une clavicule cassée, et une lacération sur le front, qui avait trempé le col de sa combinaison de vol d'un sang sombre, mais il était en vie. Son rythme cardiaque est apparu sur le moniteur du médecin, et ce moniteur était la seule chose que j'avais besoin de voir. Quand j'ai atterri à la base, la police militaire m'attendait en ligne, sur le tarmac. J'ai éteint le jet, j'ai détaché mon harnais, et je suis descendu de l'échelle, pour être immédiatement placé en état d'arrestation. 2 policiers militaires m'ont encadré, un de chaque côté. Ils ont confisqué mon arme de poing, et mon couteau de secours. Ils m'ont escorté à travers le tarmac, sous le regard des équipes au sol, des équipes de maintenance, et de chaque opérateur de la base qui m'avait vu décoller dans la tempête. J'ai marché, le menton droit et les épaules carrées. Ils m'ont amené dans une salle de détention, avec une simple chaise métallique, boulonnée au sol en béton, et une ampoule nue, pendue au plafond par un fil effiloché. Je suis resté assis sur cette chaise pendant 6 heures, avant que le tribunal ne se réunisse. J'ai fait face aux accusations. J'ai accepté la réprimande officielle. Mon dossier de service impeccable portait désormais une marque noire indélébile, insubordination, appropriation non autorisée d'équipements militaires, mise en danger imprudente d'un aéronef gouvernemental, et violation d'un ordre direct, émanant d'un général commandant. Mais Booker avait survécu. Il est entré dans ma salle de détention, 3 jours plus tard. Son bras droit était en écharpe. Des brûlures au second degré étaient visibles sur le côté droit de sa tenue, là où l'incendie du cockpit avait rongé le tissu, avant l'éjection. La peau de son avant-bras était à vif, couverte de cloques, et enveloppée dans une gaze blanche qui commençait déjà à s'imbiber de liquide. Il s'est tenu dans l'embrasure de la porte, et m'a salué de la main gauche. Il n'a pas prononcé un mot. Le regard dans ses yeux a scellé un pacte, bien plus fort que n'importe quel mariage civil ou lien biologique. J'avais échangé mon dossier impeccable, contre son pouls. C'est ainsi que les soldats paient leurs dettes. Clarissa ne comprendrait jamais une monnaie qui n'impliquait pas de compte bancaire. J'applique les principes de la guerre, à chaque aspect de mon existence. Lorsque vous affrontez un ennemi qui s'appuie sur la tromperie, vous n'attaquez pas son armure. Vous démantelez ses lignes d'approvisionnement. Des mois après les funérailles, j'étais assise à ma table à manger minimaliste, dans mon appartement de Washington DC, allumant mon ordinateur portable sécurisé. L'écran diffusait une lueur bleue, contre les murs nus. Pas de photos, pas de décoration, aucun encombrement civil. L'entreprise de Clarissa, Living Radiantly, générait des millions, grâce à des produits de bien-être biologique haut de gamme. Son visage était placardé sur des panneaux publicitaires, des couvertures de magazines, et des campagnes sponsorisées sur les réseaux sociaux. Elle vendait le fantasme d'une vie pure et saine, à des femmes désespérées, prêtes à payer 200 € pour un pot de crème pour le visage, et 150 € pour un flacon de poudre verte, qui promettait de tout guérir, de l'anxiété au vieillissement. J'ai mis à profit mon réseau de renseignements internes, des experts comptables civils et des analystes de la chaîne d'approvisionnement, qui me devaient des faveurs après des années d'opérations conjointes. L'un d'eux était un enquêteur retraité de la Navy, spécialisé dans la fraude d'entreprise. Je lui ai payé un dîner dans un restaurant le long de la route 1, et j'ai fait glisser un dossier de l'autre côté de la table. Il l'a emporté chez lui. Il a fallu très exactement 48 heures, pour remonter la chaîne d'approvisionnement de Clarissa, depuis son entrepôt de marque dans le New Jersey, jusqu'à sa véritable origine. Elle n'utilisait pas de ferme biologique. Elle importait des composés chimiques synthétiques bon marché, provenant d'usines étrangères sans licence, et falsifiait les certifications biologiques de la FDA. Les manifestes d'expédition ne correspondaient pas au contenu déclaré. Les signatures de laboratoire, sur ces documents de conformité, appartenaient à un chimiste, décédé depuis 4 ans. Elle empoisonnait ses propres abonnés dévoués, pour une simple marge bénéficiaire. Un soldat respecte la vérité, avant tout. Je ne l'ai pas confronté. Je ne l'ai pas appelé. Je ne me suis pas lancé dans une dispute hurlante, au téléphone. C'est ainsi que les civils se battent, avec du bruit et des émotions. Moi, je me bats avec des preuves, et le bon timing. J'ai compilé les manifestes d'expédition, les fausses signatures de laboratoire, les bons de commande des usines sans licence, les numéros de routage bancaire offshore, et les références falsifiées du chimiste décédé, en un seul dossier numérique crypté. Chaque document était organisé chronologiquement,
recoupés, et annotés avec des vérifications de source. J'ai étiqueté chaque fichier avec la précision d'un rapport de renseignement, signalant les éléments les plus accablants avec des drapeaux rouges. Le dossier faisait 47 pages. Il était blindé. J'ai routé mon adresse IP à travers 3 serveurs proxy, 2 nationaux et un à l'étranger, puis j'ai envoyé l'ensemble du paquet, de manière anonyme, au bureau d'investigation d'un grand journal national. La journaliste qui l'a reçu était nominée pour le prix Pulitzer, et avait fait tomber une entreprise pharmaceutique l'année précédente. Je l'avais choisie spécifiquement. J'ai fermé mon ordinateur, je suis allé dans ma cuisine, et j'ai préparé un café noir. Je me suis tenu près de la fenêtre, regardant la circulation urbaine ramper en bas, sur l'avenue. Je n'ai ressenti rien d'autre que la satisfaction tranquille, d'avoir neutralisé une menace toxique avec une frappe chirurgicale unique. Le café était amer. La justice le serait encore plus. L'article a fait la une des journaux, dès le lendemain matin. Le titre était dévastateur. À midi, des groupes de défense des consommateurs émettaient des avertissements publics, demandant d'arrêter immédiatement l'utilisation des produits Living Radiantly. À 14 heures, l'action de l'entreprise de Clarissa avait plongé de 18%. À 16 heures, elle tambourinait à la porte de mon appartement, comme un animal sauvage. Les coups violents faisaient trembler l'encadrement. J'entendais ses talons racler le carrelage du couloir, alors qu'elle déplaçait son poids, entre chaque impact. J'ai déverrouillé le pêne dormant, et j'ai ouvert la porte. Elle se tenait dans le couloir, ses lunettes de soleil de créateur remontées dans ses cheveux en bataille, non lavés, et son visage était rouge, boursouflé par une rage absolue. Son sac Hermès pendait à une épaule, la lanière tordue. Elle a pointé un doigt manucuré, directement sur ma poitrine. Sa main tremblait. C'était toi, n'est-ce pas? Tu détestes mon succès. Accroche-toi donc à ton honneur militaire de pacotille. Tout le monde s'en fout. Elle a hurlé jusqu'à ce que sa voix se brise, résonnant le long de ce couloir résidentiel et silencieux. Un voisin, 2 portes plus loin, a entrouvert sa porte de quelques centimètres, a vu la scène, et l'a refermée précipitamment. Le pêne a cliqué, derrière lui. Le mascara de Clarissa coulait en traînées sombres, sur ses 2 joues. Sa manucure française était écaillée, à force d'avoir martelé ma porte. Son empire tout entier se vidait de son sang, en temps réel. Et elle avait besoin de blâmer quelqu'un. Elle avait besoin d'un méchant, car admettre qu'elle était l'imposteur, signifiait admettre qu'elle n'était rien. Je n'ai pas reculé. Je n'ai pas haussé la voix. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte, les bras croisés sur la poitrine, les pieds écartés à la largeur des épaules, évaluant son effondrement, avec le même détachement clinique que j'utilisais, lorsque je regardais un prisonnier craquer sous la pression d'un interrogatoire. Je l'ai laissé terminer sa crise. J'ai laissé chaque mot frapper l'air, puis mourir. Quand elle s'est enfin arrêtée pour reprendre son souffle, la poitrine haletante, les lèvres tremblantes, je me suis penché très légèrement en avant, assez près, pour qu'elle puisse sentir le café noir sur mon haleine. Un petit conseil tactique, Clarissa. Ne construis jamais une forteresse sur du sable. Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai reculé, je lui ai fermé la lourde porte en chaîne au nez, et j'ai enclenché le verrou. La serrure a cliqué, avec un son qui portait en lui une finalité absolue. Je suis retourné dans ma cuisine, et j'ai repris mon café. Il était encore chaud. La guerre était officiellement déclarée. Une semaine avant le vol, mon téléphone a vibré sur mon bureau, au Pentagone. La vibration a fait cliqueter mon stylo, contre la surface métallique. J'ai reconnu le numéro de Clarissa, sur l'écran. Je n'avais pas eu de ses nouvelles, depuis que je lui avais fermé ma porte au nez. 3 semaines de silence. Dans mon expérience, le silence d'un narcissique n'est jamais synonyme de paix. C'est de la préparation. J'ai répondu à l'appel, strictement pour surveiller l'évolution de la situation. Immédiatement, le son de sanglots lourds et dramatiques a rempli mon oreille. Elle m'a dit que le scandale détruisait sa vie. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus dormir, qu'elle n'avait rien mangé depuis des jours. Elle m'a raconté qu'elle avait eu une crise de panique dans un parking, qu'elle s'était effondrée contre le volant, et qu'une ambulance avait dû intervenir. Elle m'a confié que son fiancé, Lial, menaçait de la quitter. Elle a affirmé avoir tout perdu, et que j'étais la seule famille qui lui restait. Sa respiration était saccadée, ponctuée de halètements aigus, et résolument théâtraux. Puis, elle a déployé son arme ultime.
Elle a prétendu que notre père avait laissé une lettre, nous suppliant de nous réconcilier. Elle a dit l'avoir trouvée dans le tiroir de son bureau, glissée dans sa vieille Bible, entre les pages des psaumes. Elle a décrit l'enveloppe, jaunie, scellée, avec nos deux noms écrits sur le devant, de son écriture. Elle voulait que je m'envole avec elle pour Washington DC, afin de visiter son lieu de mémoire ensemble, et de lire la lettre, côte à côte, devant sa tombe, pour honorer sa dernière volonté. Elle m'a promis avoir réservé 2 billets, côte à côte, en première classe. Elle a dit qu'elle voulait arranger les choses. Sa voix s'est brisée, avec la précision d'une actrice qualifiée, atteignant sa cible émotionnelle exactement au bon moment. J'ai écouté sa respiration erratique à travers le récepteur, analysant mathématiquement la probabilité de sa sincérité, en la comparant au schéma comportemental complet que j'avais catalogué et recoupé, au fil de 3 décennies de manipulation. La probabilité était de 0. Je savais que c'était une embuscade. Chaque indicateur tactique le confirmait. Mais un soldat ne bat pas en retraite devant un objectif désigné, simplement parce que le terrain est hostile. S'il y avait ne serait-ce qu'une fraction de % de chance, qu'honorer la mémoire de mon père exigeait que je monte dans cet avion, je le ferais. Je lui devais bien ça. Je le devais à l'homme qui s'était tenu sous la pluie, pour me saluer. Avant de faire mes bagages, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai vérifié les réseaux sociaux de Clarissa. La confirmation a été immédiate, et accablante. Elle avait posté une story pour ses abonnés, 3 heures avant de m'appeler. L'image montrait une paire de billets d'avion, étalés en éventail sur un comptoir en marbre, à côté d'un vase de roses blanches. La légende disait, guérir la famille, une étape à la fois. Certains liens valent la peine qu'on se batte pour eux. Elle avait identifié un photographe, ainsi qu'un journaliste spécialisé dans l'art de vivre. Elle avait prémédité toute cette réconciliation, pour en faire une campagne de relations publiques, destinée à redorer son image. Les larmes, au téléphone, étaient répétées. La mémoire de mon père n'était qu'un accessoire, dans l'histoire de son grand retour. J'ai fermé l'ordinateur, mémorisant l'URL de la publication pour référence future. J'ai préparé mon sac de sport tactique standard, 2 vêtements de rechange, une trousse de toilette, un ordinateur portable crypté, et un téléphone de secours. J'ai repassé mon uniforme de cérémonie, vérifiant les plis avec le bord d'une règle. J'ai traité ce voyage, très exactement, comme un déploiement actif en territoire hostile. Je suis arrivé au terminal de départ de Dallas, avec exactement 3 heures d'avance. J'ai franchi les portes coulissantes en verre, balayant le périmètre, identifiant les sorties, comptant les caméras de sécurité, et préparant mon esprit, à n'importe quel assaut psychologique que ma sœur aurait pu fomenter. Clarissa attendait, près du salon VIP. Elle portait des lunettes de soleil surdimensionnées, et un long manteau en cachemire, flanqué de son fiancé, Lial. Un homme avec un menton fuyant, des mains douces, et un fond de placement, qui n'avait jamais été mis à l'épreuve par une seule journée de vrai travail. Il portait son bagage à main monogrammée, et se tenait légèrement derrière elle, tel un majordome. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle ne m'a pas tendu la main. Elle m'a simplement tendu une carte d'embarquement en papier, avec un faux sourire d'excuse. Elle a prétendu qu'il y avait eu un problème avec le système de réservation, une erreur informatique de dernière minute, totalement hors de son contrôle. Elle et Lial occupaient les sièges 3 et 3C. En première classe. J'ai baissé les yeux vers la carte d'embarquement, que je tenais dans ma main. Siège 12F, la toute dernière rangée de l'avion, collée contre la cloison arrière, directement à côté des toilettes. C'était la manifestation physique, et calculée, de sa hiérarchie. Elle me voulait visuellement subordonnée, devant un avion rempli d'inconnus. Elle voulait que chaque passager voie la colonelle passer devant le champagne et le cuir, pour disparaître à l'arrière, avec les bagages enregistrés et les produits d'entretien. J'ai pris la carte d'embarquement, sans tressaillir une seule fois. Je ne me suis pas plainte à l'agent d'embarquement. Je n'ai pas demandé de réattribution. J'ai plié le papier précisément en 2, et je l'ai glissé dans ma poche de poitrine. J'ai traversé la passerelle, mes bottes frappant le sol métallique, avec une précision rythmique parfaite. Je suis entré dans la cabine, dépassant les spacieux fauteuils inclinables en cuir de la première classe, où une hôtesse de l'air distribuait des serviettes chaudes et de l'eau gazeuse. J'ai senti les regards des passagers fortunés, qui suivaient mon uniforme, sur mon passage. Clarissa a veillé à parler fort à Lial, pendant que je passais, riant de quelque chose sur son téléphone, solidifiant ainsi son récit.
j'ai gardé le menton parallèle au sol, naviguant dans l'allée étroite, marchant droit dans le piège qu'elle avait conçu, pour briser mon esprit. J'ai dépassé la rangée 3. C'est à ce moment-là que Clarissa a déclenché l'embuscade totale, depuis son luxueux siège. Elle s'est contorsionnée pour faire face à la cabine, s'assurant une audience maximale, et sa voix a transpercé l'air calme, comme une lame. Elle s'est moquée de mon siège, attribué à côté des toilettes. Elle a fait des commentaires sur mes bottes. Elle a annoncé à la cabine que je n'étais pas assez importante, pour être à l'avant. J'ai absorbé l'impact de chaque mot, de la même manière que j'absorbe les tirs ennemis. Je l'ai catalogué, j'ai évalué le niveau de menace, et j'ai refusé de flancher. Elle m'a dit que mon uniforme ne signifiait rien, dans le monde réel. Elle a déclaré que personne ne m'applaudissait, ici. Je suis resté debout dans l'allée, mon sac de sport pesant lourdement dans ma main droite, la lanière cisaillant ma paume. J'ai plongé mon regard dans le sien. Derrière le maquillage travaillé, les facettes dentaires et les faux cils, j'ai vu le vide creux et désespéré d'une femme, dont l'empire tout entier s'effondrait, et qui avait besoin de détruire quelqu'un d'autre pour se sentir entière. J'ai refusé de lui offrir la réaction dont elle avait si désespérément besoin. Je ne lui ai rien donné. Un visage inexpressif est l'arme la plus dévastatrice, contre un narcissique. Cela les prive du carburant dont ils ont besoin pour survivre. J'ai atteint l'arrière de l'avion, la rangée 12. Le siège était coincé contre la cloison arrière, le coussin était fin et usé, les accoudoirs rayés par une décennie de passagers à petit budget. Le compartiment supérieur était déjà bourré des sacs des autres. J'ai poussé mon sac de sport tactique sous le siège devant moi, m'assurant que les sangles étaient bien attachées, et que le sac ne bougerait pas pendant le vol. Je me suis assise, et j'ai verrouillé ma ceinture. La boucle métallique était froide, contre mes cuisses. L'odeur âcre du marque de café bon marché, mêlée au désinfectant bleu piquant des toilettes, a inondé mes poumons, à travers la fine paroi de séparation. À chaque fois que quelqu'un ouvrait la porte des toilettes, cette odeur chimique surgissait, par vagues. J'ai fermé les yeux. J'ai initié une séquence de respiration tactique à 4 temps. Inspirez pendant 4 secondes, bloquez pendant 4 secondes, expirez pendant 4 secondes, bloquez pendant 4 secondes. J'ai répété ce cycle, à 7 reprises. J'ai enfermé ma colère dans un coffre-fort mental, la scellant avec cette même discipline que j'utilisais, pour contrôler mon rythme cardiaque lors d'une fusillade. Je n'allais pas permettre à une narcissique civile, de compromettre mon sang-froid opérationnel. Pas ici. Pas dans ce tube en aluminium. Pas devant ces inconnus, qui m'avaient déjà jugé, sur la base de la performance de ma sœur. J'ai ouvert les yeux, et j'ai scruté la cabine avec un lent balayage visuel pratiqué, de gauche à droite, d'avant en arrière, exactement de la même façon dont je sécurise une pièce. Plusieurs passagers, dans les rangées devant moi, tournaient la tête, jetant des coups d'œil furtifs par-dessus leurs appuis-têtes. Ils chuchotaient entre eux, cachés derrière leurs mains en coupe. Ils avaient entendu chaque mot du discours de Clarissa. Ils m'évaluaient à travers le prisme de son récit vicieux, acceptant sa version comme la vérité absolue, tout simplement parce qu'elle l'avait livrée en premier, et qu'elle l'avait crié haut et fort. Pour eux, j'étais la paria, la sœur rigide et mal aimée, reléguée au fond du bus. Un homme d'affaires à la rangée 10, portant un blazer bleu marine et des écouteurs sans fil, a secoué la tête avec un sourire en coin, et est retourné à son ordinateur portable. Une jeune hôtesse de l'air évitait tout contact visuel avec moi, alors qu'elle vérifiait les compartiments supérieurs, son regard glissant sur moi comme si j'étais un simple bagage. L'isolement social était absolu, et clinique. Clarissa avait établi sa domination, et fait de moi la méchante, en un seul monologue. Je suis resté assise en silence, isolé dans la foule, portant le poids des funérailles volées de mon père sur mes épaules, tandis que la femme qui me les avait volées sirotait du champagne, à quelques mètres de là. J'ai consulté le lourd chronographe en acier, à mon poignet gauche. Nous étions à 10 minutes du repoussage. Clarissa avait gagné la guerre terrestre. Elle avait réussi à établir sa domination, dans ce tube de métal. J'ai posé mes mains à plat sur mes genoux, gardant ma colonne vertébrale parfaitement droite, contre le coussin inconfortable. Les lourdes portes de l'appareil se sont refermées dans un claquement sourd, créant un joint pressurisé. La cabine s'est pressurisée, me faisant claquer les tympans. J'ai regardé par le hublot en plastique rayé, vers le tarmac. Les équipes au sol ont déconnecté la passerelle et les conduites de carburant. À travers le reflet de la vitre,
j'ai surpris la porte du poste de pilotage s'ouvrir brièvement. Le commandant de bord en est sorti, balayant la cabine arrière du regard, avec une expression familière. J'ai reconnu le regard concentré et alerte, typique d'un homme qui vient de recevoir une communication inattendue, émanant d'une autorité située en dehors de sa chaîne de commandement standard. Ses yeux se sont posés dans ma direction pendant une demi-seconde, avant qu'il ne se retourne, et ne disparaisse à nouveau dans le cockpit. La porte s'est verrouillée derrière lui. J'ai pris note de cette observation, et je l'ai classée. Laissons Clarissa savourer sa fragile victoire. Regarder ma sœur sourire en première classe, pendant que j'étais assise à côté des toilettes, me faisait bouillir le sang. Alors, s'il vous plaît, aimez cette vidéo, et partagez vos propres histoires de famille toxiques dans les commentaires ci-dessous. Vous devez entendre comment l'univers livre le karma, de la manière la plus terrifiante qui soit. Nous avons atteint notre altitude de croisière, à 30 000 pieds. Le signal des ceintures de sécurité s'est éteint, avec un doux carillon électronique. La cabine s'est détendue, adoptant son rythme de croisière. Des ordinateurs portables s'ouvraient, des casques à réduction de bruit étaient enfilés, et les lumières des plafonniers s'éteignaient. Clarissa a immédiatement commandé un mimosa. Son rire a dérivé le long de l'allée, telle une parade de la victoire. Lial s'est penchée et a embrassé sa joue. Elle a posé sa main sur sa mâchoire, et a incliné son visage vers la cabine, s'assurant que tout le monde les voyait. Elle était en pleine représentation. Elle était toujours en représentation. Puis, l'atmosphère a changé. Ça n'a pas commencé comme un son. Ça a commencé comme un profond tremblement structurel, que j'ai ressenti avant même de l'entendre. Une vibration lourde et rythmique a commencé à pulser, à travers la coque en aluminium du Boeing. Mes bottes vibraient contre le plancher. Les tablettes en plastique claquaient dans leur logement. L'eau, dans le gobelet d'un passager, ondulait en cercle concentrique. Ce n'était pas une turbulence standard. Les turbulences classiques sont erratiques et hachées, causées par des changements de pression atmosphérique. Cette vibration était constante, puissante, et calquait intentionnellement notre vitesse exacte. C'était mécanique, et délibéré. Quelque chose de massif volait beaucoup trop près, de notre espace aérien commercial. Le bourdonnement s'est transformé en un rugissement assourdissant. Les coffres à bagages tremblaient violemment, les valises se déplaçant et heurtant l'intérieur des compartiments. Une hôtesse de l'air, près de l'office central, a laissé tomber un gobelet en plastique, répandant des glaçons dans l'allée. Les cubes ont glissé sur la fine moquette, tels des éclats d'obus provenant d'une munition à fragmentation. La panique s'est instantanément propagée, à travers la cabine. Les passagers ont commencé à crier, agrippant leurs accoudoirs, les jointures blanches. Des téléphones portables ont chuté sur le sol. Une enfant, 3 rangées devant moi, s'est mise à pleurer, pressant son visage contre l'épaule de sa mère. Un homme côté hublot a baissé son store d'un coup sec, comme si bloquer la vue pouvait bloquer le danger. À l'avant de l'avion, Clarissa a bondi hors de son luxueux siège en cuir. Le sang a complètement déserté son visage, exposant la lâche couardise qui se cachait sous son maquillage sculpté. Sa peau est passée du bronze au gris, en 2 secondes. Elle a attrapé l'épaule d'une hôtesse qui passait, ses ongles manucurés s'enfonçant dans le gilet de la femme, et sa voix s'est élevée, aiguë, hystérique, se brisant sur chaque syllabe. Est-ce du terrorisme? Y a-t-il une bombe? Elle était terrifiée. Sa richesse, ses 3 millions d'abonnés, son faux empire de produits biologiques, son manteau en cachemire, son mimosa de première classe, tout cela ne signifiait absolument rien à 30 000 pieds, quand le vrai danger s'approchait. Lial était pétrifié sur son siège, son mimosa imbibant sa chemise en lin. Sa bouche était grande ouverte, et ses mains douces serraient les accoudoirs, comme un homme qui n'avait jamais affronté un seul instant de véritable menace physique, de toute sa vie bien protégée. La PDG de Living Radiantly et son partenaire Trophée étaient réduits à de simples civils impuissants et gémissants, dans un tube de métal qu'ils ne pouvaient contrôler. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas agrippé mon accoudoir, je n'ai pas cherché la sortie la plus proche, et je n'ai prié personne. Je suis resté parfaitement immobile à la place 12F, les mains à plat sur mes genoux, la colonne vertébrale verrouillée contre le dossier du siège, pendant que 186 autres âmes, à bord de cet appareil, s'abandonnaient à la terreur. J'ai incliné la tête vers le hublot, et j'ai pressé mon oreille plus près de la paroi vibrante. Chaque son raconte une histoire, si l'on sait comment le lire. Mes tympans,
entraînés sur des dizaines de pistes de vol militaires actives à travers 4 continents, ont instantanément reconnu la signature acoustique qui fendait l'air raréfié. C'était une harmonique à double moteur, ni le sifflement d'un turboréacteur d'avion de ligne commerciale, ni le hachage d'un hélicoptère, ni le grondement irrégulier d'un aéronef à hélice. Il s'agissait d'une paire de turboréacteurs à poussée vectorielle. Plus précisément, des moteurs Pratt & Whitney F119, produisant chacun 35 000 livres de poussée, et capables de supercroisières sans post-combustion. Aucun appareil civil, sur cette planète, ne produit un son de déchirement aussi violent. C'est le son d'une machine, construite dans un seul but, la domination contrôlée et absolue du ciel. Mon rythme cardiaque est resté verrouillé, à 60 battements par minute. Je me suis penché légèrement vers la gauche, pressant mon épaule contre la paroi vibrante de la cabine, et j'ai regardé à travers la fenêtre en acrylique rayé, dans l'épaisse couverture nuageuse. Les nuages blancs, à l'extérieur de mon hublot, se sont soudainement déchirés, comme un tissu lambeau. Une plaque géométrique massive de métal gris, absorbant les ondes radar, a découpé mon champ de vision, par en bas. C'était un F-22 Raptor, volant si près que je pouvais lire les numéros de série, peints sur son empennage. Le fuselage angulaire fendait l'atmosphère comme une lame chirurgicale, ses doubles stabilisateurs verticaux tranchants comme des rasoirs, se détachant sur le ciel blanc. Une seconde plus tard, un autre Raptor a flanqué le côté droit de l'avion commercial, apparaissant dans les hublots opposés, avec la même précision prédatrice et silencieuse. Il volait dans une formation de combat serrée et agressive, violant intentionnellement toutes les réglementations de l'espace aérien civil de la FAA. Ils avaient physiquement encerclé le Boeing. 2 des chasseurs furtifs les plus avancés, jamais construits par des mains humaines, escortaient cet avion commercial, tel un convoi présidentiel. J'ai observé les angles tranchants et mortels des chasseurs furtifs qui chevauchaient le sillage, et je savais exactement qui était assis, dans le cockpit de tête. Les cicatrices de brûlure sur son bras droit devaient être encore visibles, sous ses gants de vol. La dette qu'il portait était plus ancienne que son mariage, plus profonde que son grade, scellée dans le sang et le sable, au fond d'une vallée de Kandahar. Le major Kyle Booker, indicatif Rook One, m'avait retrouvé. J'ai pressé mon dos contre le siège, et j'ai attendu. L'interphone de l'avion a sifflé, émettant un crissement électronique aigu, qui a fait taire la cabine hurlante. Chaque cri, chaque prière, chaque murmure paniqué est mort instantanément, coupé net, comme si quelqu'un avait débranché la prise de toute fréquence humaine. La voix du commandant de bord a retenti dans les haut-parleurs. Il n'utilisait pas son ton apaisant standard, réservé au service client. Sa voix était tendue, contrôlée, vibrant d'une révérence rigide et absolue, venant d'un homme qui comprenait exactement ce qui se passait à l'extérieur de son pare-brise. Mesdames et messieurs, veuillez rester assis. Les 2 F-22 à l'extérieur ne représentent aucune menace. Il s'agit d'une escorte d'honneur de l'armée de l'air des États-Unis, ayant reçu l'ordre de fermer l'espace aérien, pour saluer une passagère très spéciale, assise au siège 12F. La cabine entière est tombée dans un silence de mort. Le silence était physique. Il avait un poids. Chaque tête de l'appareil a pivoté vers la rangée arrière, vers moi. 187 paires d'yeux se sont verrouillés sur la femme à l'uniforme repassé, assise juste à côté des toilettes. L'homme d'affaires de la rangée 10, qui m'avait souri d'un air narquois plus tôt, me fixait maintenant, la bouche grande ouverte. Ses écouteurs sans fil pendaient, oubliés, à l'une de ses oreilles. L'hôtesse de l'air, qui avait évité mon regard, agrippait le chariot de boisson à 2 mains, figé dans l'allée. Ses lèvres étaient entr'ouvertes. L'enfant qui pleurait s'était tu. Une femme, de l'autre côté de l'allée, a pressé sa main contre sa poitrine, et l'y a maintenue. À l'avant, en première classe, le cerveau de Clarissa a court-circuité. Je n'avais pas besoin de le voir. Je l'ai entendu. La réalité de l'annonce du capitaine a fait voler en éclats son fragile récit, telle une balle traversant une baie vitrée. Elle s'est accrochée désespérément au dossier du siège 3C, ses jointures blanches comme des os, et a hurlé vers la porte du cockpit. Sa voix était éraillée, dépouillée de son ton de représentation habituellement si poli, se désagrégeant comme du papier mouillé. Impossible. Vous vous trompez de personne. Le 12F, c'est ma sœur. C'est juste une. Elle n'a pas pu terminer sa phrase. Sa bouche continuait de bouger, mais les mots mouraient dans sa gorge. Elle n'arrivait pas à comprendre que la femme silencieuse, qu'elle venait tout juste de dégrader publiquement, la femme qu'elle avait bannie à la dernière rangée, à côté des toilettes chimiques,
imposait suffisamment d'autorité pour invoquer 50 millions d'euros d'aviation furtive, afin de fermer l'espace aérien civil à 30 000 pieds d'altitude. Elle a regardé frénétiquement les passagers autour d'elle, scrutant leur visage, essayant désespérément de les forcer à croire son mensonge. Mais ils regardaient déjà au-delà d'elle. Chaque paire d'yeux de cette cabine était fixé sur la rangée du fond. Sur moi, sur la femme portant l'uniforme qu'elle m'avait sommé d'enlever. Le capitaine a de nouveau activé son microphone. Sa voix a fait tomber une enclume sur ce qu'il restait de santé mentale à Clarissa. Les mots ont rempli la cabine pressurisée d'un poids tel qu'il semblait pousser contre les parois. Le commandement de l'armée de l'air adresse ses plus hautes salutations à la colonelle en service actif, Janet Smith. Indicatif, VIP. Merci, mon colonel, pour votre service acharné. Ces mots ont frappé la cabine, comme une véritable onde de choc physique. Mon véritable grade. Ma véritable identité. Mon indicatif, gagné dans la poussière, le feu, l'insubordination, et un sauvetage qui aurait dû me tuer. Dépouillé de mes ombres civiles, ma véritable nature était diffusée à 30 000 pieds d'altitude, à chaque personne présente à bord de cet appareil. L'homme qui pilotait le F-22 de tête, juste derrière mon hublot, était le major Kyle Booker. Il avait traqué mon manifeste de vol, via les canaux militaires. Il avait usé de son autorité de commandant d'escadron, pour orchestrer une interception militaire totale. 2 F-22 Raptors avaient décollé en urgence de la base aérienne de l'Anglais, pour fermer l'espace aérien commercial, et payer sa dette de sang. La dette de sang que j'avais gagnée, dans une tempête de sable à Kandahar, quand j'avais choisi son pouls plutôt que mon dossier impeccable. Quand j'avais choisi la vie d'un inconnu plutôt que ma propre carrière, il s'en était souvenu. Les soldats s'en souviennent toujours. J'ai regardé par le hublot. Le F-22 de tête a brusquement abaissé son aile gauche, exécutant un tonneau vif et agressif. Un salut d'aviation militaire suprême, réservé aux plus grands honneurs. L'appareil s'est incliné contre les nuages blancs, son aile traçant une ligne dans le ciel, pareille à une lame, reconnaissant un commandant au sol. Le deuxième jet a reproduit la manœuvre, avec une précision synchronisée, roulant en parfaite harmonie. Le ciel lui-même, s'inclinait. À l'intérieur de la cabine, un homme seul s'est mis à applaudir. Il était assis à la rangée 8, un vétéran aux cheveux gris, portant une casquette de baseball délavée de l'armée de terre, la visière ramollie par des décennies d'utilisation. Ses mains burinées, tachées par le soleil, se sont jointes lentement, délibérément, avec tout le poids d'un homme qui comprenait exactement ce dont il était le témoin. Puis, une autre passagère s'est jointe à lui, une femme de la rangée 6, puis un adolescent de l'autre côté de l'allée, puis l'hôtesse de l'air. En l'espace de quelques secondes, l'avion tout entier a explosé en une standing ovation assourdissante. Les passagers étaient debout, applaudissant, acclamant, certains essuyant des larmes sur leur visage. L'homme d'affaires de la rangée 10 s'est levé, et m'a fait un signe de tête, avec un regard de respect profond et indéniable. Son sourire narquois avait été remplacé par une émotion que je reconnaissais très bien, la honte. À l'avant, les genoux de Clarissa ont flanché. Ses jambes se sont dérobées, sous son manteau de cachemire. Son fiancé n'a même pas essayé de la rattraper. Lial est resté rigide sur son siège, fixant droit devant lui le dossier qui lui faisait face, les mains agrippées aux accoudoirs, la mâchoire verrouillée dans l'expression d'un homme qui réalise qu'il a parié toute sa vie sur le mauvais cheval. Clarissa s'est effondrée sur son siège, enfouissant son visage dans ses mains, alors que tout son empire de mensonges brûlait en cendres, à 30 000 pieds d'altitude. Le mascara a coulé le long de ses poignets, tachant les revers de son cachemire. Ses épaules étaient secouées de sanglots. La femme qui m'avait dit d'enlever mon uniforme parce que je n'étais rien sans lui, se noyait maintenant sous les applaudissements que cet uniforme commandait. Je n'ai pas souri. Je me suis tenue parfaitement droite, au siège 12F, la place que ma sœur avait choisie comme punition. Ce siège qui abritait désormais, la seule personne de cet avion, que l'armée de l'air américaine était venue saluer. J'ai levé le menton, et j'ai adressé un signe de tête sec et autoritaire aux hommes dans le ciel. L'ovation s'est poursuivie, pendant 90 longues secondes. Les passagers, dans les rangées autour de moi, tendaient les bras pour me serrer la main. J'ai accepté chaque poignée de main, par une étreinte brève et ferme, et un hochement de tête. Je n'ai pas fait de grands signes. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas dit un mot. J'ai reconnu l'honneur, de la même manière qu'un soldat reconnaît le devoir, avec discipline, en silence,
et avec une colonne vertébrale en acier. Le siège à côté des toilettes était devenu le plus puissant de tout l'appareil. L'avion a atterri à Washington DC. Les roues ont crissé contre la piste, et les inverseurs de poussée ont rugi pendant 3 secondes, avant que le Boeing ne se stabilise à sa vitesse de roulage. Lorsque le signal des ceintures de sécurité s'est éteint, les passagers ont refusé de se lever. Ils ont attendu. Chaque personne présente dans cette cabine est restée assise, créant une allée claire et dégagée, depuis la rangée 12 jusqu'à la sortie avant. C'était une garde d'honneur civile, et spontanée. Personne ne l'avait coordonné. Personne ne l'avait annoncé. Ils savaient, tout simplement. J'ai attrapé mon sac tactique, et j'ai remonté l'allée. Mes bottes frappaient la fine moquette, à une cadence mesurée. Les passagers hochaient la tête, à mon passage. Le vétéran aux cheveux gris, avec sa casquette militaire, a pressé sa main sur son cœur, et l'a maintenu ainsi, jusqu'à ce que j'ai dépassé sa rangée. L'hôtesse de l'air, qui se tenait près de l'office avant, s'est redressée, et m'a fait une petite inclination respectueuse de la tête. Une mère, à la rangée 5, a murmuré à sa fille, « Voilà à quoi ressemble la vraie force. » J'ai continué à marcher. Quand j'ai atteint la rangée 3, Clarissa se tenait dans l'allée, tremblant violemment. Son maquillage était sévèrement bavé, coulant sur ses joues entraînées sombres, qui avaient séché pour former des lignes rigides sur sa peau. Son manteau en cachemire était froissé, taché de larmes, et de mimosas renversés. Ses yeux étaient injectés de sang. Elle regardait mon uniforme, les aigles d'argent sur mes épaules, les décorations sur ma poitrine, et ses plis parfaitement repassés dont elle s'était moquée 2 heures plus tôt, avec une terreur absolue, comme si elle me voyait pour la toute première fois. Elle a tendu une main tremblante, vers ma manche. « Colonel, depuis quand avez-vous » Je n'ai pas ralenti l'allure. J'ai regardé à travers elle. À travers le maquillage, à travers les mensonges, à travers 36 ans de manipulation, à travers les funérailles volées, à travers la fausse branche d'olivier, et à travers le siège 12F. J'ai regardé à travers tout cela, et je n'ai rien vu qui vaille la peine de s'arrêter. Rien qui ne mérite, ne serait-ce qu'une seule syllabe. L'allée est bloquée. Clarissa, bouge. J'ai contourné son corps figé, et je suis sorti de l'avion. La passerelle était vide. Mes bottes ont frappé le sol en métal, et le son a résonné dans le tunnel, telle la plaidoirie finale, dans une salle d'audience. Je n'ai pas regardé en arrière. En moins d'une semaine, les images capturées par les passagers sont devenues virales. Internet fonctionne, avec une efficacité impitoyable. Des vidéos de téléphones portables, prises sous 6 angles différents, montraient les F-22 Raptors glissant le long des ailes du Boeing, immédiatement suivi de l'annonce du cockpit, et de l'audio indubitable de Clarissa, hurlant son déni frénétique. La première vidéo publiée a atteint 2 millions de vues, en 12 heures. Le deuxième jour, une compilation est apparue sur toutes les plateformes principales. Le plan d'ouverture montrait le visage suffisant de Clarissa, se moquant de moi dans l'allée, coupé directement avec les images extérieures des Raptors, s'inclinant le long du fuselage. Le contraste était dévastateur. Une seule vidéo a atteint 14 millions de vues, en 72 heures. Le titre du clip le plus partagé disait « La propre sœur d'une colonelle de l'armée l'humilie dans l'avion ». Puis, 2 avions de chasse F-22 débarquent. Les chaînes d'information s'en sont emparées en 48 heures. Un présentateur de la télévision par câble a diffusé l'audio de l'annonce du commandant de bord, en direct, et a secoué la tête face à la caméra, sans dire un mot. Le public a fait le lien, instantanément. Ils ont associé la PDG en disgrâce, impliquée dans le scandale des faux produits biologiques, à la femme hystérique qui piquait une crise à 30 000 pieds. Son nom était en tête des tendances, sur toutes les plateformes, simultanément. Le commentaire principal sur la vidéo la plus vue, avec plus de 90 000 likes, disait « Elle a dit à une colonelle d'enlever son uniforme. » La colonelle a ramené 2 F-22, pour le remettre. Son nombre d'abonnés certifiés, autrefois de 3 millions, s'est effondré à 380 000 en 6 jours. J'ai regardé le chiffre chuter en temps réel, sur un outil d'analyse publique. Il tombait, comme le graphique d'une action en plein krach boursier. Une ligne rouge, abrupte et ininterrompue, plongeant vers l'insignifiance. L'action de Living Radianly n'a pas seulement chuté, elle s'est évaporée. Le conseil d'administration a tenu une session d'urgence, et a publié une déclaration, distançant l'entreprise de sa fondatrice, dans les 72 heures qui ont suivi la diffusion des images.
Les détaillants ont retiré ces produits de leur rayon. Les partenaires grossistes ont résilié leur contrat. 2 recours collectifs ont été déposés par des consommateurs, qui avaient acheté des produits, sur la base de certifications biologiques frauduleuses. La fausse forteresse qu'elle avait bâtie sur le sable, s'est finalement effondrée dans l'océan, et la marée en a emporté chaque morceau. 7 jours après le vol, j'étais assise dans mon bureau sécurisé, au quartier général du JSOC. La pièce était calme. La lumière fluorescente bourdonnait au-dessus de mon bureau. Mon arme de service était verrouillée, dans le tiroir supérieur droit. Mon café était noir, et froid. Une notification est apparue, sur mon terminal crypté. Un nouveau message, dans ma boîte de réception personnelle. J'ai reconnu l'adresse de l'expéditeur. C'était Clarissa. J'ai ouvert l'email. C'était un manifeste pathétique et décousu, rempli d'excuses, qui s'étirait sur 11 paragraphes. Elle implorait mon pardon. Elle avouait être jalouse, de la fierté que notre père éprouvait pour moi. Elle admettait avoir délibérément contourné le protocole de notification de la Croix-Rouge, parce qu'elle voulait être la seule et unique star de ses funérailles. Elle écrivait qu'elle avait toujours su que j'étais la plus forte, et que cela la rendait malade. Elle affirmait avoir commencé une thérapie. Elle tentait désespérément d'invoquer notre lignée commune, notre chambre d'enfant, l'allée où nous faisions du vélo, me suppliant de publier une déclaration publique, pour défendre sa moralité et blanchir son nom. Elle exigeait une réponse, terrifiée par mon silence absolu. Elle disait que ce silence était pire, que tout ce que j'aurais pu dire. Elle voulait que je la sauve de l'incendie, qu'elle avait elle-même déclenché. J'ai lu la dernière phrase de son email. Je n'ai ressenti aucune pitié. Le pardon est un concept civil, utilisé pour absoudre la culpabilité, sans aucune conséquence. Dans mon monde, les actions dictent la réalité. Les conséquences sont permanentes. Elles ne plient pas, simplement parce que quelqu'un écrit un email, rempli d'excuses et de souvenirs d'enfance. J'ai glissé le curseur vers le coin supérieur droit de l'écran. Je n'ai pas tapé une seule lettre, en réponse. Pas une seule. J'ai cliqué sur l'icône de suppression. L'email a disparu, définitivement purgé du serveur. J'ai vidé l'intégralité de ma boîte de réception, fermant le dernier point d'accès que ma lignée toxique possédait, vers ma vie. Clarissa n'était plus un membre de ma famille. Elle n'était plus une sœur. Elle n'était plus qu'une menace neutralisée, classée, et oubliée. J'ai fermé l'ordinateur portable, et je l'ai repoussé au bord de mon bureau. J'ai ouvert le tiroir supérieur. À l'intérieur, reposait une lourde enveloppe scellée, portant l'écusson personnel du général Macallan, ce même homme qui avait menacé de me dégrader à Kandahar, ce même général 2 étoiles qui m'avait qualifié d'insubordonné, et qui avait ordonné mon arrestation sur le tarmac. J'ai brisé le seau de cire avec mon pouce. La cire rouge s'est fendue nettement. J'ai déplié le papier à en-tête épais. Le papier était lourd, texturé, le genre de papier qu'un général utilise, lorsqu'une note dactylographiée n'est pas suffisante. L'écriture était nette et disciplinée, chaque lettre formée avec la précision rigide d'un homme entraîné à donner des ordres, non des sentiments. J'ai lu le court paragraphe, au centre de la page, il y a des vies qui respirent, là dehors, parce que vous avez osé enfreindre mes règles. Je vous dois un grand merci. C'était la plus haute forme de validation, qu'un soldat puisse recevoir. Pas des excuses, ni même l'annulation de la réprimande, mais une reconnaissance de la vérité absolue. Le général qui m'avait qualifié d'insubordonné, qui avait fait confisquer mon arme, qui s'était assis face à moi lors d'un tribunal pour lire les charges à haute voix, avait pris un stylo, et avait écrit à la main que j'avais raison, que les vies que j'avais sauvées valaient bien les règles que j'avais enfreintes. J'ai lu la phrase 2 fois. Son poids s'est installé dans ma poitrine, non pas comme de la fierté, mais comme une confirmation. J'avais payé le prix, et le reçu était entre mes mains. J'ai replié la lettre soigneusement, le long de ses plis d'origine, aplatissant les bords avec l'ongle de mon pouce. Je l'ai replacé dans le tiroir, juste à côté du dernier mot de mon père, celui qui disait, toujours fier de toi, ma grande. 2 morceaux de papier. 2 hommes, qui m'avaient vu clairement. L'un était mon sang, l'autre portait les étoiles. Tous 2 avaient dit la vérité. J'ai verrouillé le tiroir en toute sécurité, avec la petite clé en laiton, que je gardais sur la chaîne de mes plaques d'identité. Je me suis levé, et j'ai marché vers le miroir en pied, fixé au dos de la porte de mon bureau. J'ai regardé la femme,
qui me dévisageait. Les rides autour de mes yeux étaient plus profondes qu'il y a 5 ans. La mâchoire était plus dure. La posture était verrouillée en place, par 2 décennies de discipline militaire, et par toute une vie de guerre familiale. J'ai lissé les revers de mon uniforme de cérémonie bleu foncé. J'ai vérifié l'alignement de mes décorations, ajustant la médaille du service de la défense nationale, d'une fraction de pouce vers la gauche. J'ai touché les aigles d'argent, épinglés sur mes épaules. Clarissa m'avait dit d'enlever cet uniforme, parce que je n'étais rien sans lui. Elle avait tort. L'uniforme ne me rendait pas forte. C'était ma volonté inébranlable, qui donnait son pouvoir à l'uniforme. Chaque pli, chaque ruban, chaque bouton poli, était le registre des choix que j'avais faits, quand personne ne regardait, et que personne n'applaudissait. J'ai quitté mon bureau, et je suis sorti du bâtiment de commandement, dans l'air de la fin d'après-midi. Le soleil frappait la vaste étendue du tarmac militaire, projetant les longues ombres des hangars, et des tours de contrôle. Un peloton de jeunes cadets marchait en formation au loin, leurs bottes frappant le pavé à l'unisson. Alors que je m'avançais sur le bord de la piste de vol, une jeune femme cadet s'est détachée de la formation. Elle avait à peine 20 ans, ses bottes étaient encore neuves et rigides, son uniforme portant encore les faux plis tranchants de quelqu'un qui l'a repassé, avec beaucoup trop d'amidon. Elle s'est arrêtée à 1 mètre devant moi, s'est mise au garde à vous, et a exécuté un salut parfait, comme dans les manuels, paume plate, doigt joint, poignet droit. Elle n'a pas dit un mot. Elle n'en avait pas besoin. Le regard dans ses yeux portait tout ce qu'elle avait vu de la vidéo, et elle saluait la femme qui avait prouvé qu'une officière pouvait commander le ciel. Je lui ai rendu son salut. Elle l'a maintenu pendant 2 secondes, puis a pivoté sèchement sur ses talons, et a couru rejoindre son peloton. L'échange avait duré 4 secondes. Il portait le poids de toute une génération. Loin au-dessus de la base, une paire de F-22 Raptors rugissait à travers le ciel peint, laissant des doubles traînées de condensation blanche, coupant vers l'horizon comme des lignes de craie, tracées sur une ardoise bleue. Les moteurs déchiraient le silence, avec cette harmonique F-119 si caractéristique. Je les ai regardés disparaître, dans les nuages. Je n'ai pas salué. Je n'en avais pas besoin. Ils savaient que j'étais en bas, et je savais qu'ils étaient là-haut. Ma famille avait essayé d'enterrer mon identité, mais ils avaient oublié une chose, on ne peut pas enterrer une vipère. Je n'avais pas besoin d'assister à des dîners de famille, où j'étais traité comme un fantôme. Je n'avais pas besoin des fausses larmes de ma sœur, ni de son amour transactionnel. J'avais construit une forteresse en titane et en discipline, et elle m'appartenait, entièrement. J'ai pris une grande inspiration, emplissant mes poumons de l'odeur des gaz d'échappement, j'ai tourné les talons, et je suis retourné travailler. Ma guerre était terminée, et le ciel m'appartenait. Si vous savez ce que l'on ressent, lorsqu'on coupe enfin les ponts avec des membres de la famille toxique, pour reprendre le contrôle de sa vie, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, et à partager votre parcours dans les commentaires. Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui, pour enfin trouver le courage de partir.